Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Helios Premium Immobilier, votre partenaire pour un investissement immobilier rentable et sécurisé au cœur de la Riviera Maya au Mexique. Helios Premium Immobilier par WhatsApp au +33 601 741 452. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo Radio J, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'actualité de l'immobilier. Aujourd'hui, on va parler d'un acteur clé du secteur, l'assurance, indispensable pour sécuriser ses projets, notamment immobiliers. J'ai donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Jérémy Sebag. Il est fondateur et président du groupe SPV Assurance. En quelques années, SPV est devenu un acteur majeur du courtage en assurance avec 680 collaborateurs et une expertise sur mesure pour les particuliers, les professionnels ou encore les entreprises. Entre innovation digitale et engagement social avec l'association Assure-moi un projet, Jérémy Sebag va nous livrer aujourd'hui sa vision du marché et des défis à venir. Jérémy, bonjour et bienvenue dans le Club Imo. Bonjour Marc. Alors vous êtes cofondateur de SPV Assurance qui a connu une forte croissance ces dernières années. Pouvez-vous nous raconter comment est née cette aventure entrepreneuriale et qu'est-ce qui distingue SPV Assurance des autres acteurs du marché ? Avec plaisir. Et SPV est né en 2010 avec l'ambition de moderniser le courtage en assurance en intégrant principalement l'innovation technologique. Au service d'une relation client optimisée. En fait, ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait apporter du digital là où les acteurs les plus historiques, comme les grandes compagnies d'assurance, étaient assez empêtrés dans des systèmes d'information lourds. Oui, donc un peu dépoussiérer le secteur. On a voulu dépoussiérer en fait le modèle. Et très vite, on a connu un vif succès grâce à cette technologie. Alors justement, en 2023, SPV Assurance a réalisé un chiffre d'affaires de 105 millions d'euros, en hausse de 17% par rapport à l'année précédente. Quels sont les leviers qui ont permis cette croissance et quelles sont vos ambitions pour cette année ? Alors, on a eu des phases, évidemment, dans la croissance. Il est vrai qu'on a connu... là, on rentre dans la 15e année de l'historique de l'entreprise. Donc, ça fait une entreprise, malgré tout, bien installée, mais jeune par rapport au secteur. On a connu une forte croissance avec différentes phases, comme je le disais. La principale particularité qui a fait de nous une entreprise en forte croissance, ça a été la technologie. C'est pour ça, d'ailleurs, que dès le départ, on a voulu investir massivement dans le digital. Et aujourd'hui, on va dire que c'est l'alliance de 3 facteurs clés que sont d'abord le capital humain, parce qu'on n'est rien dans une entreprise sans la force des hommes et des femmes qui y travaillent, avec des expertises assez fortes. Ensuite, le capital technologique, où justement on a fait énormément d'investissements pour faire en sorte de se démarquer vis-à-vis de la concurrence. Et ensuite, le capital financier, puisque nous avons des partenaires financiers qui nous ont accompagnés pour acheter des entreprises sur des briques qui nous manquaient, pour faire de nous un acteur avec une chaîne de valeur totalement maîtrisée. Alors, l'assurance santé est un sujet brûlant, notamment avec la hausse continue des tarifs. Comment vous répondez aux défis liés au coût des garanties, notamment pour les entreprises et les indépendants ? De différentes manières. Alors, vous avez raison, l'assurance santé en France ne fait qu'augmenter. Chez nous, évidemment, sur les produits qu'on commercialise et que nous créons avec nos partenaires assureurs, on n'a pas manqué à cet appel. Il faut aussi reconnaître que le gouvernement ne nous aide pas beaucoup. Les taxes vont augmenter. La réglementation est assez complexe et d'ailleurs régulièrement nous met des bâtons dans les roues. Si je dois citer par exemple le contrat responsable, qui fait que globalement, on a été obligé d'adapter les garanties vis-à-vis des consommateurs. Donc en fait, on doit à la fois être toujours en veille sur ce qu'on lance comme terme de garantie, on doit être à l'écoute aussi de nos clients, on doit mettre toujours pareil des moyens dans nos systèmes d'information pour être le plus précis sur la réponse qu'on apporte à nos clients et à leur satisfaction. Et réactif aussi. Et évidemment... avoir un service de qualité en back-office pour tout de suite répondre quand on sent qu'un client veut nous quitter parce que tout simplement il estime que son pouvoir d'achat ne peut plus lui permettre de répondre à la cotisation quasi obligatoire pour un senior. Parce qu'une mutuelle, pour un senior, c'est très important.
Ben oui, justement, et la couverture santé des seniors, c'est une problématique majeure, vous venez de le dire. Certains se retrouvent dans l'incapacité de s'assurer. Est-ce qu'il faut repenser l'assurance santé pour les seniors ou pour la rendre en tout cas plus accessible ? Alors, j'ai pas envie de revenir sur le spectre de la grande sécu qu'avaient évoqué à un moment donné les gouvernements précédents. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez raison, il y a encore... c'est toujours vrai d'ailleurs depuis l'époque Hollande, hein, il y a toujours 4 millions de personnes en France qui ne sont pas en capacité de pouvoir se couvrir. Mais globalement, nous, ce qu'on constate, c'est que les assurés santé, et notamment la population des seniors, elles se couvrent. Alors, il y a une variable d'ajustement qui est très fine. Nous, on le constate à 2 ou 3% d'augmentation ou de différenciation de prix par rapport à la concurrence. Un assuré, il change. Il faut savoir aussi que la volatilité sur ces marchés-là est importante. Il y a beaucoup de compétition. Il y a beaucoup d'omnicanalité aussi pour acheter une mutuelle santé aujourd'hui quand on est un senior. Faut pas penser que les seniors ne vont pas sur Internet, c'est pas vrai. Aujourd'hui, ils se digitalisent de plus en plus, soit à travers les réseaux sociaux, soit à travers, on va dire, les sites online. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas du téléphone avec une personne humaine qui les accompagne. Mais voilà, donc il y a beaucoup de volatilité. Et l'unique moyen de les conserver est donc d'essayer de leur apporter, on va dire, des garanties adaptées à leurs besoins, c'est de les écouter. Et c'est surtout d'être proche d'eux une fois que le contrat est signé. On n'assiste pas quand même malgré tout à une forme de sélection par les revenus ? Non, parce que les garanties aujourd'hui sont adaptées. C'est-à-dire que, par exemple, sur le contrat non responsable, on a été obligé de s'adapter. On délivre moins de garanties et on s'adapte au pouvoir d'achat des Français qui baisse. C'est une anomalie, je vous l'accorde, mais le monde de l'assurance est obligé de s'adapter à la réglementation. Nous, on est un acteur très agile dans cet univers-là. Et comme c'est notre business premier, l'assurance santé pour les seniors, il est évident qu'on est obligé en permanence d'être flexible et de coller à leurs attentes. Alors, Jérémy Sebag, on parle beaucoup des déserts médicaux qui compliquent encore l'accès aux soins pour de nombreux Français. En tant qu'acteur de l'assurance santé, est-ce que vous avez des pistes ou des solutions qui pourraient contribuer à améliorer cette situation ? Alors, nous, on est gestionnaire, c'est-à-dire qu'en fait, on encaisse les cotisations pour le compte de nos assureurs et on délivre donc les prestations pour nos assurés. Donc, on a une forme de responsabilité dans les services associés qu'on apporte, on va dire, à nos adhérents, à nos assurés. Donc, on essaye d'apporter énormément de services au quotidien, notamment de l'assistance ou alors tout simplement des aides quand ils sont en difficulté sur le terrain. Maintenant, on n'est pas on n'est pas des centres de soins. Il y a beaucoup de grandes mutuelles en France qui ont des systèmes ad hoc avec des centres de santé. Des centres agréés. Vous savez, presque circulaires, où en fait, ils couvrent quasiment tous les besoins médicaux. Mais il faut des moyens considérables que seuls les bilans des assureurs peuvent assumer. Nous, on est courtier grossiste, on fabrique nos produits et on les distribue, mais on n'a pas le bilan des assureurs pour pouvoir répondre à l'enjeu politique des déserts médicaux. Alors, on va parler d'intelligence artificielle, on en parle beaucoup en ce moment, qui s'impose de plus en plus dans le secteur des assurances. Selon vous, est-ce qu'il s'agit d'un atout pour améliorer les services aux assurés ? Bien sûr. On l'utilise de plus en plus, on l'utilise quotidiennement. Je vais vous citer 2 exemples. D'abord, dans les outils pour nos courtiers, quand ils commercialisent nos offres, on a plugué de l'intelligence artificielle pour les aider et les guider au mieux dans le choix des offres. C'est-à-dire qu'ils posent des questions à des chatbots qui leur répondent en 24/24 pour que justement ils soient les mieux formés sur nos outils. Premier élément. Ensuite, deuxième élément, on a dans notre centre de gestion qui s'appelle CGRM, basé à Dunkerque dans le nord de la France, on a aujourd'hui des assurés qui nous appellent et on a des systèmes d'IA qui répondent automatiquement sur 10 questions qu'on a identifiées à l'avance. Et par exemple, une des questions qui reviennent tout le temps, c'est je voudrais avoir ma carte de tiers payant, vous savez, pour aller à la pharmacie. Bon, et ben avec le code adhérent, l'intelligence artificielle envoie directement
donc la carte de tiers payant par mail, et ça désengorge les appels, vu qu'on reçoit entre 2000 et 3000 appels par jour. Et ça, typiquement, c'est une avancée majeure. Après, il y a plein d'autres éléments, parce que c'est multifactoriel, hein, l'intelligence artificielle, qu'on est en train de plugger dans nos systèmes d'information pour faciliter au quotidien d'abord la vie de nos salariés et ensuite, une IA qui pourrait transformer certains métiers dans l'assurance. Chez vous, ça va se traduire comment? Est-ce qu'on pourrait risquer une réduction de l'emploi ou pas du tout, au contraire, l'apparition de nouveaux métiers? C'est une question de temporalité. C'est-à-dire que inévitablement, tous les progrès technologiques ont forcément écrasé de la main-d'œuvre sur le court terme pour en créer sur le long terme. Ça, c'est pas moi qui le dis, tout le monde le sait. La réalité, c'est que, inévitablement, dans les 5 à 10 prochaines années, il est certain que dans notre secteur, en particulier, on va avoir des destructions d'emplois. Si vous regardez tous les cabinets de conseil mondiaux, ils le disent. La réalité, c'est que pour l'instant, il faut s'adapter à l'arrivée de l'intelligence artificielle par rapport à notre métier. Et en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut essayer soit d'être des intermédiaires augmentés pour utiliser, on va dire, au mieux l'intelligence artificielle au profit des clients. Et côté salarié, il faut essayer de travailler avec l'intelligence artificielle pour augmenter sa productivité. Ça ne marche pas toujours. Ouais. Nous, on a mis Copilot, par exemple, qui est l'outil d'IA intégré à Microsoft pour tous nos collaborateurs. On a fait une étude, uniquement 4% d'utilisation sur 350 collaborateurs en France. Donc, il y a une conduite du changement à faire qui est nécessaire et qui passera par le management des entreprises. Vous avez fondé l'association Assure-moi, un projet qui permet qui s'adresse en tout cas aux personnes éloignées de l'emploi à découvrir le métier de courtage en assurance. Vous pouvez nous Bien sûr, raconter un petit peu merci de le citer ici. En fait, j'ai créé cette association parce que je suis passionné par le secteur en assurance depuis longtemps, que j'ai moi-même fait ma carrière en apprentissage. J'ai démarré après un BTS en assurance assez vite. Et j'ai voulu faire en sorte de mettre un coup de projecteur auprès des personnes éloignées de l'emploi, et en particulier dans les banlieues, sur notre secteur. Parce que j'avais estimé qu'il y a beaucoup d'emplois à pourvoir dans notre secteur et peu de gens qui le connaissent. Donc en fait, c'était un hub entre les deux mondes, et force est de constater qu'on a mis du temps à structurer la gouvernance et le projet, parce qu'il y a pas mal de sujets techniques derrière, mais ça a connu depuis 6 ans maintenant un vif succès. On a formé 300 personnes qui étaient clairement éloignées de l'emploi, parfois même des femmes avec violence familiale. On a sauvé des vies grâce à cette association, et aujourd'hui encore, on a des promotions et on donne un vrai coup d'attractivité à la profession grâce à elle. Jérémy Sobag, on est dans le Club IMO, l'immobilier et l'assurance sont intimement liés. Sur ce terrain, quelles sont les tendances actuelles et puis surtout qu'est-ce qui pourrait arriver comme changement majeur dans les mois à venir? Alors, nous, on fait beaucoup d'immobilier. En fait, on est même d'ailleurs spécialisé sur tous les sujets qui ne touchent pas, on va dire, les assurances de personnes, mais tout ce qui touche, on va dire, au dommage ou à la responsabilité. Nous, on ne fait que de l'immobilier. On est spécialisé en construction ou en immobilier. Donc, on a évidemment des thèmes fétiches. Donc nous, en fait, on observe d'abord que le secteur va pas très bien d'un point de vue construction, en bâtiment. On a de plus en plus d'impayés, notamment au niveau des entreprises qu'on couvre en responsabilité civile décennale, avec la particularité d'être très fort sur le photovoltaïque, mais on en parlera après probablement. Le sujet, c'est que l'immobilier en ce moment souffre, même s'il y a une vraie reprise. Et nous, ce qu'on constate, c'est que d'un point de vue assurantiel, il y a aussi des sujets majeurs comme les catastrophes naturelles qu'il faut qu'on arrive à traiter. Il y a une forme d'assurabilité ou d'inassurabilité qui est en train de se créer aux US. Vous avez pu constater les incendies donc, à Los Angeles. Beaucoup de personnes n'étaient plus couvertes parce qu'il y avait déjà eu des assureurs qui s'étaient retirés. 17% de la population. C'est grave et c'est considérable. En France, quand on voit tous les événements tragiques qu'on a connus encore assez récemment, les assureurs se posent des vraies questions et ça coûte de plus en plus cher à l'État. Donc, il va y avoir un sujet de soutenabilité évidemment de l'assurance
dans les années à venir sur les catastrophes naturelles. Et les assureurs ont un rôle central à jouer là-dessus. Merci Jérémy Sobag, cofondateur de SPV Assurance, d'avoir fait le détour par les studios de Radio J aujourd'hui. On va marquer une petite pause, le temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours du site goflint.fr. Goflint.fr, première plateforme de dépose d'annonces gratuite et de mise en relation dédiée à la recherche de biens immobiliers. Goflint.fr. Et jusqu'à 150 000 logements qui pourraient voir le jour en Île-de-France grâce à la transformation de bureaux obsolètes selon l'Observatoire régional de l'immobilier d'entreprise. 5 à 8 millions de mètres carrés de bureaux vacants pourraient être convertis en logements dans 113 communes franciliennes. Cette mutation permettrait de loger jusqu'à 340 000 personnes, notamment à Clichy, Saint-Ouen ou encore Vélizy. Mais à Paris, Neuilly ou Levallois-Perret, les prix toujours trop élevés rendent ces transformations quasi impossibles pour le moment. L'info du jour vous a été présentée avec le concours du site goflint.fr. Le monde de l'immobilier est une jungle. Trouvez votre nid parmi plus de 400 000 annonces quotidiennes de goflint.fr. Goflint.fr. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on est de retour dans le Club Imo avec une nouvelle invitée, Julie Douarin. Elle est lobbyiste de l'immobilier, et avec elle, on va parler des experts en évaluation immobilière. On le sait, faire appel à un expert, c'est apporter des éléments techniques et des objectifs à une problématique immobilière. De plus en plus de Français sollicitent ces professionnels, que ce soit pour des litiges, l'évaluation de passoires thermiques, ou encore des successions. Mais comment fonctionne vraiment ce milieu, souvent perçu comme opaque? Julie Douarin, bonjour et merci d'être avec nous dans le Club Imo. Bonjour Marc Ezrati. Alors, qu'est-ce que c'est que l'expertise immobilière et quel est son rôle sur le marché de l'immobilier? Alors, on parle tout d'abord de l'expertise sur l'évaluation immobilière. À savoir qu'un expert en évaluation immobilière n'est cohérent que s'il arrive à mettre un prix en face d'un bien, mais par des méthodes extrêmement structurées et avec impartialité. C'est quoi l'histoire de l'expertise immobilière en France? Et comment cette profession elle a évolué finalement au fil du temps? À votre avis, mon cher Marc, Dites-moi. l'expertise immobilière, elle commence dès l'Antiquité dans le monde. Oui. Avec, dans la Bible, et ça c'est extraordinaire, dans l'Ancien Testament, une référence à ce métier. On y revient au moment du Moyen-Âge, et finalement, dans le monde, on voit que tout arrive à partir du 19e siècle avec les Britanniques, pour finalement être vraiment réglementé en 1932 aux États-Unis, et quant à nous en France, premier essai en 1958, un peu loupé, puis 1973, ce qui correspond 3 ans avant à l'institution de la loi Hoguet. D'accord. Alors, quelles compétences sont nécessaires pour devenir expert en évaluation immobilière dans notre pays? Sur le papier ou dans la vraie vie, Marc? On va commencer par le papier. Sur le papier, idéalement, à minima 4 à 5 ans d'études, qu'il s'agisse de droit immobilier, qu'il s'agisse de construction, qu'il s'agisse de master en actifs immobiliers, suivi de 2 certifications qui peuvent se passer, qui sont référencées en 5 jours. Et si on prend le top du top, avec un examen annuel. D'accord. Dans la vraie vie, vous avez les bons experts qui suivent tout ce cursus, qui sont extrêmement rigoureux et respectueux de leur métier. Et puis, vous avez des personnes qui n'ont aucun diplôme immobilier ou qui débutent leur activité immobilière après un BTS, à qui on donne l'opportunité de passer 5 jours de formation et d'être estampillé expert en évaluation immobilière. Et ça vous fait râler? C'est même pas à me faire râler. Je suis dans une colère noire. D'ailleurs, vous avez interpellé d'ailleurs la ministre du Logement récemment sur les réseaux sociaux. Je crois qu'elle a vu votre message. Elle a vu le message. C'est inadmissible, surtout en cette période d'inflation et en cette période où on demande aux Français de procéder à des travaux de rénovation énergétique pour ceux qui ont envie de vendre ou de louer et qui ont envie de passer par un expert en évaluation immobilière, que cet expert ne soit pas agréé.
ne soit pas certifié et ait seulement 5 jours de formation, dont une journée sur un contrat d'expertise. Alors j'ai vu qu'on pouvait aussi, certaines formations, c'était même moins que ça. J'en ai vu une à 7 heures. Ah. Oui. Oui, je sais bien. Vous voyez, j'en reste sans voix. L'objectif étant finalement de donner les bonnes voies de l'expertise. C'est quoi l'impact du travail de l'expert en évaluation immobilière? Jusqu'où ça va? La responsabilité, par exemple. Est-ce qu'un expert en évaluation immobilière, il engage sa responsabilité? Alors, pas forcément. Pas forcément, s'il n'est pas agréé. Et puis, autre chose que les Français imaginent, c'est que l'expert en évaluation immobilière est également un expert judiciaire. C'est faux. Non, c'est pas tout à fait vrai, ça. C'est faux. Un expert judiciaire est appelé par un tribunal par rapport à une liste d'experts référencés en France avec des certifications et surtout pour son impartialité. Et on vérifie bien. En expertise judiciaire, je connais bien le sujet, vous devez avoir une formation spécifique à l'expertise judiciaire. Il y a relativement peu d'écoles qui le font, mais ça, c'est obligatoire déjà avant d'être candidat devant une cour d'appel pour pouvoir être expert. Bien entendu. Et puis, ces experts en évaluation immobilière qui sont mandatés par les tribunaux, on vérifie qu'il n'y a pas de problème de juge et partie avec les clients qu'ils ont déjà. Alors aujourd'hui, on voit une grande disparité dans la qualité des experts. Comment est-ce qu'on fait pour choisir un bon expert et voilà, pour éviter les mauvaises surprises? Je vais vous donner une astuce. C'est très simple. Les bons experts sont référencés nationalement. Vous les trouvez sur les sites des 4 syndicats immobiliers et vous les trouvez également le top du top. Donc les Français qui peuvent également traiter à l'international, ils ont une certification qui s'appelle le RICS. R-I-C-S. Vous avez des sites. S'ils ne sont pas dans ces 2 listes, ils n'existent pas, ils ne méritent pas que vous déboursiez un centime. Merci beaucoup Julie Doirin pour cet éclairage sur un métier aussi essentiel que méconnu. Voilà, le Club Imo, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 16h05, toujours sur Radio J. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté par Helios Premium Immobilier. Avec une équipe française sur place d'Helios Premium Immobilier, investissez de manière rentable et sécurisée au cœur de la Riviera Maya, au Mexique. Helios Premium Immobilier. WhatsApp au +33 601 741 452.